Bienvenue à tous dans ce débat de France 24. Le 6e anniversaire des attentats du 11 septembre a été marqué aux États-Unis par de nombreuses commémorations. Ainsi, à la Maison-Blanche, par exemple, le président, le vice-président et leurs épouses ont observé une minute de silence aujourd'hui à 8h46 exactement, c'est-à-dire à l'instant même où, il y a 6 ans, le premier avion percutait la tour nord du World Trade Center. La date a été aussi marquée à sa façon, par Ben Laden lui-même, ou un homme qui se faisait passer pour lui, peut-être, on ne sait pas et on en discutera. Il a rendu public une nouvelle cassette vidéo, ou plutôt une image fixe, dans laquelle il fait l'apologie de l'un des 19 terroristes du 11 septembre. Il semblait plus jeune d'ailleurs que le Ben Laden d'il y a quelques années. Ça aussi, c'est une des interrogations. Et puis cet anniversaire marque évidemment non seulement la plus grande tragédie américaine de ce début de millénaire, mais aussi elle symbolise pour l'Europe, la permanence de la menace terroriste qui a changé considérablement notre façon de vivre et qui continue de hanter les citoyens. Ainsi, plusieurs sondages montrent que dans de nombreuses démocraties européennes, on a presque autant peur, voire plus peur, d'être victime d'un acte terroriste que les Américains. Et ça se comprend, car d'ailleurs, depuis 6 ans, on peut remarquer que c'est l'Europe qui a été plus touchée que les États-Unis par des attentats à Londres, Madrid, alors que les États-Unis qui sont embourbés en Irak sont indemnes des attentats terroristes. Dernière alerte en date en Allemagne où une cellule terroriste composée de 2 Allemands convertis à l'islam et d'un Turc a été démantelée. Elle s'apprêtait à commettre, selon les responsables de l'enquête, comme on dit, les attentats les plus meurtriers qu'ait connu le pays. En Allemagne, au Danemark, en Grande-Bretagne, le débat explosif est relancé aussi sur la place des musulmans dans la société. En France, ce débat semble à peine ébauché. C'est un débat qui semble un peu tabou. Jusqu'à quand? C'est l'une des questions que nous posons ce soir dans le débat avec les invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Bruguière, ancien patron des juges antiterroristes à Paris, qui est actuellement en disponibilité en attendant d'autres responsabilités. Louis Caprioli, ancien sous-directeur de la DST, qui est conseiller spécial de GEOS. Et Anne Giudicelli, directrice de Terrorisque, auteur d'un livre à paraître, Le risque antiterroriste, dans les semaines qui viennent, c'est au seuil. Et puis au téléphone d'Oxford, un autre spécialiste, Bill Durodier, qui est chercheur au Chatham House, c'est l'Institut de recherche indépendant de Grande-Bretagne. Bonsoir à vous aussi. Alors d'abord, votre sentiment, parce qu'il faut commencer par là, sur cette cassette de Ben Laden. On ne sait pas très bien comment il faut l'appeler, c'est une image fixe dans une cassette. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Louis Bruguière, comme ça, votre instinct? Bon, je ne peux pas personnellement me prononcer sur la véracité de savoir si c'est Bin Laden ou non. Je crois que c'est aux spécialistes de le faire. Je pense que c'est plutôt le contenu qui est intéressant et je crois surtout le tempo. Je crois qu'on a affaire incontestablement aujourd'hui par Al-Qaïda, parce que c'est quand même Al-Qaïda au sens strict du terme, à une séance de communication extraordinaire. Je crois que on a donc des terroristes, un noyau, une organisation qui maîtrise parfaitement l'arme de la communication. Et la terreur, c'est quand même la communication. Aujourd'hui, contestablement, une des problématiques et qui n'est pas soluble, c'est le fait que les terroristes prennent en otage une liberté fondamentale que sont les médias de la communication mondiale, sur laquelle on n'a pas prise, et il serait bon de ne pas en avoir, du reste. Vous voulez dire qu'on tombe un peu dans le panneau, parfois? Mais c'est pas qu'on tombe dans le panneau, c'est que effectivement, ils utilisent, donc, la terreur, c'est pas tellement faire beaucoup de morts, c'est surtout, enfin bien sûr, avec le World Trade Center, ça a été énorme, mais c'était aussi donc de propager le message de la terreur. C'est le sentiment de la terreur. La peur, au fond. La peur, bien sûr. Et la peur, elle se fait par les médias, elle se fait par la connaissance que l'on a, le sentiment qu'on a de la peur, qui résulte donc de la connaissance qu'on a d'un événement. Et aujourd'hui, tout est médiatique, donc incontestablement, il y a un élément. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Incontestablement, c'est un événement, comme je le dis, de communication, mais incontestablement aussi, ça arrive dans une époque où le niveau de la menace est très très élevé. Vous l'avez souligné, en Europe, mais pas uniquement en Europe. On pourra en parler tout à l'heure, au Moyen-Orient, même ailleurs dans le monde, incontestablement. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période d'ascension, de croissance de la menace. Anne Giudicelli, d'abord la première question sur Ben Laden. Vous dites pas c'est bizarre cette image fixe, il y a tellement de questions sur son. Est-ce qu'il est vivant? Déjà, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un envoi en 2 phases. Il y a eu d'abord une première vidéo qui a été mise en ligne, je dirais, c'était il y a 3 jours à peu près, où là il n'y avait que Ben Laden et déjà il y avait des choses qui étaient surprenantes. Puis quand on regarde dans le détail,
On voit qu'effectivement, l'homme est très différent quand même de ce qu'on a eu l'habitude de voir dans son apparence physique. Mais surtout, ce qui est très étonnant de la part, je dirais, de la branche médiatique qui gère donc tout ce qui est multimédia et qui enregistre. Al-Qaïda TV, quoi, hein, c'est ça. Al-Qaïda multimédia, parce qu'ils utilisent beaucoup l'Internet, etc. Comme il se doit aujourd'hui. Comme il se doit, voilà, tout à fait. On se rend compte que l'image, progressivement, dans les quelques minutes de ce premier enregistrement, l'image se fige et puis reprend et puis se refige, ce qui n'est difficilement envisageable. Enfin, on n'a pas l'habitude de ça de la part de Al Sahab, qui est donc la boîte de production d'Al-Qaïda. Ils sont extrêmement pros, donc on se dit, ils n'ont pas pu faire mieux que ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'une image qui n'est pas techniquement très bonne, un individu qui est mal filmé, et c'est très étonnant. Donc, quelles sont les raisons derrière? C'est difficile évidemment de le savoir, mais déjà le changement, je dirais, tout ce qu'on a pu dire sur la barbe, etc. Le fait qu'il ne bouge pas du tout, on a l'impression que chaque mouvement est un effort. Et est-ce que c'est les conditions de la clandestinité qui ont eu pour effet de générer des problèmes techniques, y compris physiques? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de santé qui ont justifié qu'il y ait une sorte de maquillage, en fait, de camouflage de quelque chose? C'est très difficile. Sur la survie même de Ben Laden, mais au fond, est-ce que c'est le plus important? Parce qu'on voit, Luca Préoli, des générations de terroristes naître, les derniers en date, c'est en Allemagne. Oui, moi je crois que, si vous voulez, sur la réalité de l'existence de Ben Laden, je pense qu'elle est réelle pour plusieurs titres. D'abord parce que les services se livrent à des analyses, et puis surtout, je crois que Ben Laden, c'est l'homme qui porte la vérité. Or, il est impossible que ce soit pas lui. Si vous voulez, il se décrédibiliserait complètement si on établissait que ce n'est pas lui. Et au-delà de son apparence, j'allais dire, la dynamique qu'il a lancée est en marche. Donc si demain il venait à mourir, ce serait un martyr, un héros, puisque, je vais dire, la finalité des djihadistes, c'est de mourir. Et donc il deviendrait un héros. Donc je suis convaincu que il a bien participé. Même s'il meurt dans son lit. Oui, bien sûr. Il est mort dans son lit, dans des endroits qui sont difficiles d'accès, dans les zones tribales, très protégées, ainsi de suite. Mais je crois que ce qui est important, c'est son apparition 6 ans après, alors que tout le monde le pensait mort. Moi, je pense qu'il est réellement vivant, alors peut-être dans des conditions de santé difficiles, mais on voit apparaître surtout dans le discours un chef d'État. Parce qu'il faut quand même absorber 28 minutes du discours de Ben Laden. Je vais vous dire, c'est quand même assez indigeste. C'est indigeste, et ça s'adresse aux Américains parce qu'il y a un bandeau qui défile, mais à mon avis ça s'adresse non pas directement au peuple américain, mais ça s'adresse à tous les universitaires, ça s'adresse à tous les journalistes, ça s'adresse à tous les spécialistes qui, eux, vont faire une synthèse de la menace. Il y a des allusions à la France, à la Grande-Bretagne. Il y a des allusions, bien sûr, à travers le fait de citer le nom du président Sarkozy, de l'associer à George Bush, à Brown, à Tony Blair. Donc là, ici, si vous voulez, on a 4 personnages centraux dans la lutte contre le terrorisme international. C'est vrai. C'est là où on voit que c'est la grande question qu'on ne finit pas de se poser depuis 6 ans. Quel est le rôle de la politique étrangère des pays? Voilà. Moi, je peux dire que, et on l'a vécu, on l'a vécu avec le juge Bruguière, si vous voulez, entre 2003 et 2007, la France n'a pas participé à la guerre en Irak, et pour autant, de nombreuses cellules terroristes ont été neutralisées. Des gens s'apprêtaient à commettre des attentats sur le territoire français. Ce qui veut dire que la non-participation de la France à l'Irak n'a rien changé quant à la décision de frapper la France. Pour une raison simple, c'est qu'il y avait d'autres raisons. Il y avait notre présence au Liban, avec les forces de la FINUL, il y avait notre participation en Afghanistan, avec nos troupes au sol, les forces spéciales, avec les F1 qui étaient basés au Tadjikistan, à Dushanbe. Donc, si vous voulez, il y avait de multiples raisons. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que nous avons ces fameuses, j'allais dire, condamnations qui ont été portées parce que la France veut être un État laïque et donc a condamné... Et pourtant, Ben Laden, lui, ressent le besoin de montrer du doigt Sarkozy parce que Sarkozy a de meilleures relations avec les États-Unis, avec Bush. Il se sert quand même encore de ça.
Pardon, oui. Juste, merci. Non, mais simplement, quand il en parle, quand il introduit le terme Sarkozy, son nom, et ça s'inscrit quand il parle de tous ceux qui, au nom des droits de l'homme, et donc la France est quand même connue internationalement au moins pour ça, au moins pour revendiquer d'avoir une certaine philosophie, une certaine politique des droits de l'homme. Et lui utilise le terme de Sarkozy pour démontrer que la démocratie est un échec et que ceux qui disent défendre les droits de l'homme comme la démocratie le met en avant, eh bien, ceux-là même qui le clament plus que les autres, c'est ceux-là même qui font exactement le contraire. Bill Durodier à Oxford, merci d'être avec nous et de participer à ce débat. Quelle est votre lecture des choses sur Ben Laden, son existence même, et ce qu'il faut penser de ce message? Merci et bonsoir. En premier, je dirais qu'il faut constater que Bin Laden, l'homme, n'est pas important. Et ce qu'il faut comprendre et essayer à comprendre, c'est pourquoi ces idées, ou l'apparence de ces idées, résonnent dans l'Occident. Et je dirais plusieurs choses à ce sujet. Premièrement, on peut constater que Bin Laden, essentiellement, existe parasitiquement sur nos inquiétudes dans l'Occident. Donc, par exemple, après les attentats à New York et Washington, Bin Laden s'est mis à parler des problèmes en Palestine, des problèmes dont il parlait jamais avant. Et puis plus récemment, il s'est mis à parler des problèmes en Irak. Et maintenant, dans son dernier discours, il se met à parler de l'environnement. Maintenant, tous ces problèmes sont des problèmes que nous, on peut constater d'ici, en France ou en Grande-Bretagne. Et c'est d'ailleurs des problèmes dont les penseurs et les diplomates discutent constamment. Et donc, on peut voir que Bin Laden, où il est très adepte, c'est d'écouter à nos inquiétudes et nos réflexions sur les problèmes de notre société et nous les remettre dans notre figure. Oui. Et donc, essentiellement, c'est un personnage qui s'adapte aux circonstances. Et je pense qu'il faudrait quand même constater qu'il n'a pas d'agenda à lui-même, il existe seulement comme un parasite. Avec le sens de la communication. Jean-Louis Bruguière, ce que je voudrais savoir, puisque vous avez, avec une longévité extraordinaire d'ailleurs, fait tout ce travail antiterroriste, est-ce que pour vous c'est une guerre? Parce que les Américains considèrent que c'est une guerre. Et on sent que l'approche européenne est différente quand même. Oui, on parle de conflit, mais enfin, je veux dire, c'est un problème sémantique. On réfute le terme guerre parce que ça implique l'usage exclusif de la force armée, ce qui n'est pas, bien sûr, quelque chose de pertinent pour nous. C'est un conflit asymétrique, incontestablement. On est dans une opposition. Je crois que ce qui est important aussi de considérer, c'est pour ça que le terme de guerre en tant que tel n'est pas pertinent, c'est que l'ennemi est la plupart du temps caché au sein de la cible. Donc c'est extrêmement difficile de le détecter, d'où la nécessité d'utiliser des ressources totalement différentes, et notamment celle du renseignement. Je crois que c'est le renseignement qui est incontestablement l'arme privilégiée, avec derrière, je crois que c'est ce qu'on a fait, une capacité donc légale, judiciaire, de pouvoir neutraliser, puisque sinon on passe la ligne rouge et on arrive à la fameuse critique où on dit, effectivement, les démocraties foulent aux pieds leurs principes dès lors qu'elles sont en difficulté. Donc, ces principes ne valent pas grand-chose. Je crois que c'est important. Je pense que, si vous voulez, l'élément essentiel, moi, je trouve, dans la problématique Al-Qaïda ou de l'islamisme radical, c'est très précisément, en fait, une réponse à la globalisation, à la mondialisation qu'on n'a pas vue après la chute du communisme. Parce que la mondialisation, c'est pas uniquement la mondialisation de l'économie, c'est la mondialisation des valeurs démocratiques, grosso modo, pas de la démocratie, mais d'un certain corpus de valeurs, et un certain nombre d'organisations ou d'États comme n'ont pas accepté ça. Et pour Al-Qaïda, cette évolution historique est inacceptable. Donc il faut stopper ça par le djihad. D'où peut-être la séduction qu'opèrent effectivement les idées de Ben Laden chez des gens qui au départ sont pas musulmans et qui vont se convertir et qui dans les sociétés occidentales. C'est l'instauration d'un califat mondial par des émirats et par le djihad qui est l'arme. Enfin, je veux dire, globalement, c'est ça. Et donc c'est très réducteur et cette espèce d'idée folle de vouloir stopper l'évolution historique. C'est ça. Anne-Julie Chény, quand vous parlez du risque antiterroriste, qui est un peu provocateur, c'est à ça que vous faites allusion, c'est-à-dire en fait de globaliser, de présenter ça comme une guerre, de montrer les ennemis. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il faut comprendre de quoi on parle quand on parle d'Al-Qaïda, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qui est intéressant, et je relirai ça à ce qu'a dit votre correspondant en Angleterre, c'est que comment se fait-il qu'il y ait autant de résonance quand même chez une population qui est a priori jeune, donc en général, en particulier donc
dans nos pays européens. Comment se fait-il que cette résonance, elle puisse encore fonctionner? Comment se fait-il qu'on déploie des dispositifs sécuritaires avec des couches en millefeuille, etc., qui n'empêchent pas, qui ne réduisent pas la menace et qui, parfois, n'arrivent pas, d'ailleurs, comme on l'a vu en Angleterre, à Madrid, etc., à empêcher un attentat? Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, au lieu de rajouter à chaque fois des couches, au lieu de continuer sur une ligne qui soit d'abord répressive et justement de ne pas laisser aux renseignements et aux politiques aussi la possibilité, mais chacun dans sa sphère bien sûr, mais en coordination, pouvoir gérer ces questions-là. Je vous interromps, Shelley. On va revenir sur cette question qui est effectivement très importante. Ce sera dans la deuxième partie du débat après le journal. Merci. D'être resté avec nous pour la deuxième partie du débat de France 24. Je vous rappelle que ce soir, donc anniversaire du 11 septembre, le 6e, nous parlons des menaces terroristes. Sont-elles vraiment nouvelles et de la meilleure lutte antiterroriste possible avec Jean-Louis Bruguière, ancien patron des juges antiterroristes français, avec Luca Prioli, ancien sous-directeur de la DST, conseiller spécial de GEOS, Anne-Judy Shelley, directrice de Terrorisque. Et puis au téléphone d'Oxford, je vous le rappelle, avec nous, Bill Durodier, qui est chercheur au Chatham House, l'Institut de recherche indépendant britannique. Avant la pause, Anne-Judy Shelley parlait de risque d'une certaine forme de lutte anti-terroriste. Ça me permet de revenir sur la question au fond qui est abordée par exemple par la presse allemande et très franchement et très ouvertement aujourd'hui, qui est celle de la place de l'islam et des musulmans dans les sociétés occidentales, dans la société allemande par excellence, puisque on découvre à presque des scénarios semblables en Grande-Bretagne par exemple, que le danger était, comme le disait Jean-Louis Bruguière, à l'intérieur avec là des convertis au fond, hein, Jean-Louis Bruguière et des gens qui au départ n'étaient pas destinés à devenir des terroristes. Oui, tout à fait. Si vous voulez, en France, on a une assez longue expérience de ce type de réseau. Comme vous savez, on a une très large communauté, mais cette communauté est très globalement paisible. Enfin, les gens qui nous posent problème sont des gens qui sont en faible quantité, faible nombre, et qui sont suivis, du reste, depuis fort longtemps. On a commencé cette traque déjà depuis 92-93, avec les réseaux du GIA 94. Je crois qu'on est le seul pays à pouvoir avoir eu ce suivi et où on s'était investi pleinement, le service de police judiciaire, le service de renseignement, la DST en particulier, et puis nous également. Et donc il y a un continuum. Incontestablement, après 2003, on s'est aperçu que les choses ont un peu changé, qu'il y a eu un recrutement beaucoup plus important, et notamment avec des conversions, des phénomènes de conversion forts qu'on avait, et donc l'arrivée de jeunes qui ont basculé, donc par suite de circonstances ou de mécanismes beaucoup plus circonstanciels que institutionnels, personnels. Tony Blair, par exemple, après les attentats de Londres, avait demandé aux communautés musulmanes de Grande-Bretagne de l'aider à éradiquer le terrorisme. Aucun appel de ce genre a été lancé en France. Ce serait approprié ou pas, à votre avis ? Je pense qu'il y a eu, si vous voulez, dans cette communauté, une grande partie de la communauté qui peut coopérer et qui peut donner des renseignements. Du reste, on recrute pas mal de sources, ce que Prioli pourra vous le dire mieux que moi, mais il y a une coopération, et puis le Conseil consultatif, du reste, comme s'est prononcé très clairement, je veux dire, sur le sujet. Bon, il y a eu l'époque des manifestations au moment de l'enlèvement des journalistes français en Irak, de musulmans français. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'équivalent d'ailleurs dans d'autres pays. Hein. Sur la France? Oui, en France, il y a eu des manifestations de musulmans contre le chantage terroriste. En Allemagne, je crois, quand il y avait eu des otages allemands. Enfin, je dirais que bon, nous on perçoit plus parce qu'on est effectivement ici en France, mais bon, l'opinion britannique s'est quand même largement mobilisée à l'époque où ils ont eu Monsieur Bigley qui était lui-même otage. Bon, on ne sait pas spécifique à la France, je pense pas. Si vous voulez, nous avons, je crois, un passé colonial. Cette passé colonial sur les pays musulmans fait que nous avons une culture de l'islam et que nous avons des chercheurs aussi très anciens qui, à Aix-en-Provence, ont travaillé sur l'islam. Et un modèle d'assimilation qui marche peut-être pas si mal que ça, au fond, qu'on a beaucoup décrié, mais là, si on le compare avec ce qui se passe en Grande-Bretagne... Et puis, il y a, je veux dire, le culte français, hein, qui existe, qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur, hein. Donc là, il y a un dialogue permanent qui existe entre les autorités et la communauté musulmane, même si c'est une communauté qui n'est pas unie, parce que le problème de la communauté musulmane en France, si vous voulez, c'est qu'elle est représentée sur le plan géographique. Il y a les Marocains, il y a les Algériens, il y a les Turcs, et puis il y a aussi la confrérie des frères musulmans, qui est un élément important. Mais ce qui est plus gênant dans l'islam, c'est pas ces pratiques, c'est
l'imprégnation de la doctrine salafite auprès des jeunes musulmans. Et c'est une doctrine... Pas seulement des jeunes musulmans, aussi de ceux qui se convertissent auprès des convertis. Mais si vous voulez, quand on regarde les convertis, bien sûr, ils sont peu nombreux. En France, on a eu assez peu de cas. On a quelques jeunes Français qui se sont convertis, mais la majorité des terroristes qui ont été arrêtés, ce sont des gens musulmans, j'allais dire, historiques. Donc, le problème des convertis est dangereux, parce que le converti, c'est celui qui veut toujours faire mieux que le musulman. Ça, c'est un phénomène. Je crois que la France ne découvre pas l'islam, alors que c'est vrai que les Allemands, les Britanniques sont confrontés à l'islam, parce qu'ils pensaient que ces gens-là s'étaient intégrés chez eux, alors que c'est pas vrai. Ils vivaient dans des ghettos, des ghettos turcs. Il y a des ghettos pakistanais, il y a des ghettos des gens originaires de l'Afrique de l'Est, et ils pensaient que c'était une forme d'intégration. C'était faux. Alors justement, puisque Bill Urodier est en direct avec nous d'Oxford, est-ce que le sujet revient de temps en temps dans l'opinion publique en Grande-Bretagne? Est-ce que vous sentez comme un problème une certaine forme d'ambivalence entre certaines autorités musulmanes britanniques et vis-à-vis de cette question? Oui, il y a un problème. Il y a un problème parce que les gens qui s'appellent les représentants des communautés musulmanes ne sont pas représentatifs. Ils n'ont pas été élus. Ils se nomment comme un représentant d'un conseil musulman qui ne parle pas aux jeunes musulmans en Angleterre. Mais je dirais par contre que la majorité des musulmans en Grande-Bretagne sont bien intégrés. Et on parle donc d'une toute petite minorité. Et il y a une tendance dans tous ces discours d'exagérer les dangers posés par cette minorité et de sous-estimer en même temps le support au niveau social pour quelques-unes de leurs idées. Mais est-ce que justement certains des auteurs des attentats en Grande-Bretagne n'étaient pas eux-mêmes des membres de cette majorité de bien intégrés? C'est-à-dire, c'est ça aussi qui a surpris. C'était des gens qui avaient fait des études supérieures, qui étaient intégrés dans la vie économique. Donc il n'y a peut-être pas de lien de cause à effet entre les deux. Oui, et donc ce qu'il faut se demander, c'est si ces jeunes gens qui sont bien éduqués, qui viennent de familles pas pauvres, s'ils se convertissent à l'islam ou s'ils se basculent, comme ça a été déjà dit ce soir, un peu tard dans leur vie, la question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui leur manque? Et ça, c'est une question qu'on peut poser de toute la société aujourd'hui. On a, je dirais, une crise d'identité, pas juste parmi les jeunes musulmans, mais parmi tous les jeunes. Et ça, c'est parce que le vrai problème, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui qui manque de direction, qui manque de raisons claires et de missions comme ça existait dans le passé, et que tant qu'on ne résout pas ce problème dans notre société, on aura toujours ce genre de problème. Anne-Julie Schelling. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. D'ailleurs, j'irais même un petit peu au-delà. Je dirais même qu'on est dans des sociétés en Europe où on discrimine pas forcément sur les caractéristiques, les critères d'origine, de race, ethnique, entre guillemets. Bien sûr, ce terme n'est pas en soi reconnu, mais on discrimine, c'est-à-dire qu'on exclut. Effectivement, et ce n'est pas forcément sous la forme d'une exclusion sociale, c'est-à-dire sortir des schémas, par exemple de salaire, donc c'est des salariés, des gens qui arrivent à s'en tenir. De la présence des minorités à la télévision, parce que les Anglais, faut bien dire la vérité, se moquaient beaucoup de nous parce qu'ils pensaient que nous on discriminait beaucoup parce qu'il n'y avait pas suffisamment de représentants des minorités. On discrimine et visibles. Les Britanniques discriminent aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce programme Engaging with the Muslims dont vous évoquiez tout à l'heure? Ils l'ont fait parce que c'est la carotte et le bâton. Ils l'ont fait parce que d'un côté, ils ne pouvaient pas revenir en arrière sur leur politique en Irak, et que par ailleurs, il fallait quand même donner un peu, je dirais, de quoi tenir et de quoi valoriser la communauté musulmane quand elle était attaquée par les autres communautés sur place. Donc, il faut pas être naïf non plus sur cette approche-là. Ensuite, encore une fois, effectivement, même si nous on a un culte CFCM, donc nous, quelle utilisation on en fait? Est-ce qu'elle n'est pas un peu clientéliste aussi, Puisque qu'est-ce que ça recouvre comme réalité, ce CFCM? C'est une certaine génération. On utilise le CFCM pour faire valoir du business ou des potentats, etc. Mais la réalité des musulmans, en particulier jeunes, ne se reconnaissent pas dedans. Et d'ailleurs, le CFCM est régulièrement attaqué pour revenir au sujet au début de l'émission,
par ceux qui sont précisément dans cette radicalité. Ils sont considérés comme des valets, entre guillemets, donc des démocrates, enfin des démocraties. Jean-Louis Bruguière, vous acceptez ça, d'avoir affaire au fond à un phénomène de société, ou vous restez sur l'explication vraiment idéologique du terrorisme? L'approche qui a été dite tout à l'heure est tout à fait pertinente. Je crois qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a une problématique de fond qui est une problématique sociale, qui est une problématique aujourd'hui de reconnaissance dans un projet qui n'existe pas, et il y a une désocialisation qui est extrêmement importante aujourd'hui. Et le refuge, c'est l'islam. Je crois que, si vous voulez, un élément très intéressant, c'est par exemple la technologie, c'est l'idéologie takfir. Et avec le phénomène des recrutements dans les prisons, je dis très simplement, on va vous dire à des criminels qui sont là, écoutez, c'est bien, faites la même chose, continuez, mais c'est vrai, mais vous le faites pour Dieu, pour Allah. C'est-à-dire qu'on va valoriser une attitude délinquante pour leur donner une véritable raison d'être. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est ça. Il n'y a rien devant. C'est un habillage d'une conduite. C'est ce qu'on dit. L'effondrement, on revient un petit peu sur l'effondrement des années 90, si vous voulez, l'espèce de béance, et aujourd'hui rien ne se reconstruit au niveau de la société occidentale. Cette mondialisation qui a été faite sur un modèle très quantitatif a laissé par terre, en ruine, donc des schémas qualitatifs, et il y a une reconstruction qui doit se faire. Il ne faut pas se contenter de surveiller, alors, parce que vous avez dit tout à l'heure... Il y a deux choses. Ça, c'est une explication pour nous, si vous voulez, sur le plan opérationnel. Il est incontestable qu'il y a des dangers représentés par des groupes radicaux, et qu'il est incontestable qu'il faut travailler. C'est ce que nous faisons. Et je crois que la politique française, qui était un système très proactif que nous avons mis en œuvre, nous a mis en grande partie, même très certainement, à l'abri d'attaques. Je crois que c'est pas par hasard non plus qu'il n'y a pas eu d'attentat en France depuis une dizaine d'années. On vous dit ça, et en même temps, on dit souvent aussi que la menace reste élevée et qu'il n'y a pas eu d'attaque parce qu'on a su démanteler aussi les réseaux. Donc c'est très ambivalent aussi. Oui, si vous voulez, moi, c'est intéressant ce que dit votre correspondant. Simplement, je pense que, puisqu'on est dans un débat, il y a une grande lâcheté des autorités européennes, en particulier allemandes, britanniques, parce qu'ils ont été des foyers de l'islamisme radical. Parce qu'il faut quand même dire les choses, si vous voulez. Alors que la France était attaquée en 1995 par les salafites, par les Algériens, en Allemagne, en Belgique, en Allemagne, il y avait des réseaux que personne n'arrêtait. Il faut le dire, je crois. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas dire en 2007, tout le monde est sur le même pied. C'est pas vrai, c'est faux. Deuxièmement, pourquoi les gens commettent des attentats? Il y a une doctrine. La doctrine, c'est le salafisme. Comme autrefois, il y avait des marxistes, là, il y a une doctrine. Et c'est sur cette base de cette doctrine que les jeunes sont recrutés. Et deuxièmement, il y a toutes les injustices que cette doctrine fait ressortir. C'est-à-dire l'occupation des terres musulmanes, le fait que les dirigeants musulmans sont des tyrans, qu'il faut les chasser, le fait que les richesses de l'islam sont pillées, le fait qu'on occupe les terres de l'islam. Et ça, c'est un combat qui apparaît légitime. Je crois que c'est ça qui est le fondement. À la problématique de la politique étrangère. Est-ce que vous êtes d'accord, Bill de Rodier? Je suis d'accord avec une partie de tout ça. Ce qui m'inquiète et ce que je pense est le grand danger maintenant pour l'avenir, c'est qu'on vit maintenant dans une société qu'on pourrait caractériser en disant que c'est une société de la peur. On est une société qui a peur de la grippe aviaire une semaine, le chauffement global une autre semaine, le terrorisme international la semaine d'après. Et c'est comme si on manque tellement de boussole aujourd'hui, et on manque, notre société, la France, la Grande-Bretagne, de direction et de raison et de nos valeurs qui sont pas claires, qu'on peut que s'organiser autour d'ennemis comme le terrorisme ou comme la grippe aviaire. Et ça, c'est ça le grand danger, c'est qu'on parle incessamment du terrorisme, mais c'est pas la plus grande chose, c'est pas la chose la plus importante au monde. Et donc, il faudrait quand même se rappeler, comme une société, de qui on est, où on va et de pourquoi on est. Il y a quand même un risque, c'est que du fait de ces peurs, au fond, il y a une pression de plus en plus importante sur les communautés musulmanes, qu'elles soient montrées du doigt. Ça commence à monter en Allemagne en particulier. C'est tout à fait ça le problème. C'est-à-dire dès lors qu'il faut, pour rejoindre ce que disait ce chercheur, Bill de Rodier. Merci. En fait, du fait qu'il s'agit de désigner un ennemi pour canaliser la peur un petit peu, le réflexe, même s'il est bordé de formules un petit peu rhétoriques pour pas dire les choses, il n'empêche qu'on pense musulman dès qu'on pense menace terroriste. Et quand on voit un musulman qui porte un sac à dos, qui dit
En même voilà. temps, Enju Celi, on ne peut pas faire autrement. Si par exemple il y a un coup de filet et que tous les auteurs présumés sont musulmans, c'est arrivé d'ailleurs en Grande-Bretagne où les autorités musulmanes ont réagi parfois durement en disant on nous montre du doigt. Et au fond, il n'y avait peut-être pas moyen de faire autrement. Vous voyez, c'est là-dedans, c'est dans ces failles que rentre Ben Laden, que rentrent tous les, je dirais, les techniciens de la propagande. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les yeux? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la vraie question au fond. Non, je pense qu'il faut déjà arrêter de se crisper chacun dans son coin, et essayer de désamorcer tout ce qui est instrumentalisé, et politiquement d'ailleurs, parce que c'est pas payant de traiter les sources du terrorisme en 5 ans. C'est évident. Un mandat ne suffit pas. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire avec les Européens et avec nos partenaires américains. C'est pas un peu culpabilisant, Jean-Luc Bruguière? Non, écoutez, je crois qu'il faut être réaliste. Je parle sur un plan purement opérationnel. Je veux dire que nous, toutes les personnes qu'on a arrêtées depuis 95, on les a arrêtées donc à juste titre. On les a pas arrêtées par hasard. C'est le fruit d'un grand travail. Et comme disait très justement Luca Cleoli, on a travaillé sur des salafites, des gens très radicalisés qui étaient complètement en dehors du système et dont le seul objectif était de porter le djihad chez nous, ou ailleurs. Donc, avec un environnement qui était très hostile. Les fameuses filières afghanes qu'on a mis à jour dès 95, elles passaient par où? Par Londres. C'est une réalité. C'était la plaque tournante, la plaque de triage, incontestablement. Je veux dire que s'il y avait eu une plus grande solidarité à l'époque de la part des pays, parce qu'aujourd'hui le problème du terrorisme, d'un grand pays, c'est que c'est un problème très égocentrique. C'est-à-dire que chaque pays voit son propre terrorisme. Et il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas de solidarité. C'est toujours le cas aujourd'hui. Beaucoup moins, à cause des attentats de Londres, mais incontestablement la problématique, c'était celle de l'IRA, problématique. Pour l'Espagne, et c'est normal, c'est le théâtre. Il y a eu les découvertes de ce phénomène des Marocains. Donc je veux dire, nous, on était dans l'linéarité, et je veux dire, toutes les opérations qui ont été faites, je crois qu'il faut défendre le bilan, quand même, tout a été fait, ont été faites à l'égard d'individus qui étaient ciblés et qui étaient impliqués ou susceptibles d'être impliqués dans des opérations. Effectivement, on a une législation qui nous permet, je crois que c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, elle est reconnue comme étant extrêmement efficace, d'agir d'une façon proactive sur des réseaux susceptibles, d'aider des attentats. Je crois que c'est vraiment important. Merci, ce sera le mot de la fin, Jean-Luc Bruguière. Malheureusement, il faut en rester là. Je vous remercie d'avoir participé au débat. Dans un instant, journal.